Observation de la conflictualité ordinaire. L'avenue de la gare est dénuée de végétation. Chaleur. Une fois arrivé à Nantes, l'un des tramways empruntés suit le tracé de l'herbe. Ici, comme à Paris, les quais sont un lieu de rencontre privilégié. La rivière et sa verdure environnante viennent entraver cette idée d'un Nantes inorganique. Le lendemain, continuons notre parcours nantais dans le quartier Batignolles, à côté du stade de la Beaujoire. En traversant le périphérique, nous sommes directement immergés dans l'ancien quartier ouvrier. Une succession de pavillons fait face à un vaste jardin familial. Notre visite se termine sous le brouhaha des pelleteuses qui témoignent du renouveau d'un site qui semble évoluer de manière décousue. Si l'on doit trouver un symbole de controverse associé à Nantes, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes apparaît comme étant le favori. Bien que populaire, il n'est pas le seul projet controversé, et ce, surtout à Nantes. Au cœur des opérations, des interstices créés dans les temps d'attente d'un projet permettraient de recevoir un public qui sera acteur d'un urbanisme transitoire actif. Pourtant, ces derniers sont souvent peu acceptés par les élus, peut-être par peur du squat. À l'entrepôt Magellan, 16h44, un homme roule sa cigarette d'un air interrogatif, se demandant sûrement le but de notre présence. 16h45, une dame en salopette éclate une chambre à air en gonflant son pneu. 16h48, derrière la vitre, le fauve nous observe à l'affût. Nous sommes ses proies. 16h49, la dame à la salopette récupère une nouvelle chambre à air. 16h51, on fait tourner une roue sur elle-même. Vérifie-t-on l'axe de rotation ? Aujourd'hui, cours des 50 otages. 16h41, un vélo doit ralentir pour passer une chicane. 10h43, le tramway en direction de la Beaujoire coupe toute la circulation. 10h44, une fois qu'il est passé, le trafic reprend. 10h45, certains cyclistes traversent au rouge et cassent le rythme de la circulation. 10h47, un scooter emprunte la voie vélo, il ne sera pas arrêté par le bus. 10h48, un transport de marchandises à vélo emprunte la véloroute. Il semble être plus large que la moitié de la voie. 10h49, la ville semble être cadencée au rythme des feux et du passage du tramway. Place du Cirque, 11h39, arrêt d'un bus qui bloque les voitures qui ne peuvent pas le doubler. 11h40, les voitures ne ralentissent pas à 30 km/h. Sur leur voie dédiée, ils sont les seuls maîtres à bord. 11h44, entre les trottoirs et les rails, une poussette peine à avancer. Des camions de livraison en stationnement sauvage, des trams dans toutes les directions, des voitures, des bus, des piétons, des vélos, tout se mélange. 11h47, je perçois un certain rythme de cette circulation où les modes de transport sont en interaction, malgré la présence de voies qui leur sont réservées. Vélo attaché au poteau, cette dame continue son aventure à pied. La véloroute, par son implantation entre les deux voies de circulation, fonctionne un peu comme une autoroute. Il semble compliqué d'en sortir facilement. Aussi, si les trajets rectilignes se font à bonne vitesse, les changements de direction impliquent de se stopper. Au niveau de l'arrêt place du Cirque, l'autoroute vélo est largement surélevée pour éviter les traversées piétonnes. L'hypercentre nantais prête à confusion. On s'y sent aussi bien oppressé qu'à l'air libre. Sa minéralité dresse le décor ou l'arrière-plan du théâtre de la vie urbaine nantaise. Ici et là, on retrouve un cycliste, un piéton qui se partagent la même voie. Quand une personne âgée traverse dangereusement la réserve du tramway, sans même regarder à droite ou à gauche. Une mixité sociale est palpable. Nantes est cosmopolite. On y devine et entend divers langues parlées par les passants. Elle est aussi bien riche de son espace que de ses habitants. L'espace public accueille toutes les activités, conflits, interactions de la vie sociale des usagers. Des manifestants y côtoient une mère et son fils qui mangent une crêpe en marchant sans se parler, assourdis par le bruit qui rythme la vie de la place du Cirque, sous un ciel nuageux qui annonce finalement la fin de notre voyage. En face, le regard statique de certaines personnes sans domicile fixe, pour qui finalement l'extérieur représente leur lieu de vie. Là où les quatre lignes se rencontrent, on observe le meilleur et le pire de la ville, témoigne la conductrice de tram à commerce. À quelques mètres, une femme de 50 ans, ivre, invective la voiture de police arrêtée à son niveau. Sur le trottoir, deux chiens sont assoupis sous une boîte aux lettres. Leur maître, invisible, interpelle les passants. 16h47, les yeux levés vers le ciel, nous cherchons quoi écrire. Rezé, un bruit de perceuse, le bruit des moteurs, une moto. Camionnette Proximède, urgence médicale. Une voiture beige, une voiture blanche, une voiture avec des fleurs. Une entrée de mairie qui fait penser à un bunker. Une petite tour ornée de hiéroglyphes à chaque étage. La façade décrépite. Des flèches bleues taguées sur le sol indiquant l'entrée. Un enfant qui joue sur les marches. Des colonnes en béton qui s'inspirent des colonnes antiques.
La nouvelle mairie en arc de cercle. L'autre cantine, 11h03. Un homme sort du bâtiment, il semble travailler pour Deliveroo. 11h04. Une voiture passe, puis une autre, puis rien. 11h05. Le premier étage semble habité, vêtements et chaussures y sont stockés. Je vois des enseignes à perte de vue. Je sais que le jardin extraordinaire est derrière. Je sens l'air pollué. Je sens une brise très agréable. J'entends le bruit de l'aération du Leclerc. Je pense que le jardin extraordinaire juste en face est plus agréable. Je trouve que la vue de l'église, de la maison radieuse et de la mairie est irréelle. Lettre du curé de l'église de Rezé à un ouvrier construisant la résidence située en face. Cher Paul, j'ai beaucoup apprécié discuter avec vous l'autre jour après votre travail. Il est vrai que nous nous faisons face tous les jours depuis 3 mois et je suis heureux que nous ayons pu faire connaissance. Je vous remercie de m'avoir expliqué le projet que vous êtes en train de construire, puisqu'il est vrai que la mairie a très peu communiqué là-dessus. Cela dit, je suis vraiment étonnée qu'elle ait fait le choix de construire des logements sur ce carrefour qui est très bruyant et très fréquenté par les voitures. Je suis particulièrement concernée puisqu'il est fréquent que des fidèles manquent de se faire écraser après la messe, ce qui est assez problématique. Espérons qu'avec la construction de la résidence, cela change. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez le temps pour continuer nos discussions. Bien à vous, Père Alain. 16h52, je vois un tigre à la fenêtre. Beaujoire, Alvec. Rien ne semble faire controverse, si ce n'est ces traces de feu sur l'une des façades, cet appartement barricadé du 6e étage qui semble l'être depuis plusieurs années, cet écriteau danger car le garde-corps est branlant, ou ce mot d'information sur la vétusté des tuyaux. 10h19, au loin, des tours colorées face au chantier. J'espère pour les riverains que la vue sera belle. Le rapport à la controverse dans l'aménagement nantais. Les mobilisations citoyennes et habitantes sont plus automatiques, habituelles et ancrées dans les mentalités nantaises. On parle même de dialogue à la nantaise, si on reprend les mots d'un acteur avec qui on a échangé. Le dialogue à la nantaise part du principe de faire participer des gens de tout âge, de tout genre, dans le dialogue de l'aménagement urbain, à l'aide d'échanges et d'ateliers. L'un des projets phares et cas d'école dans la controverse nantaise est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, projet d'aéroport initié dans les années 1960, qui a été refusé par une part importante de la population et donc combattu jusqu'en 2018, année à laquelle le projet fut arrêté par le gouvernement. Cette mobilisation citoyenne fut longue, multiforme, rythmée par de nombreux événements, sujette à débat et à conflits divers, que ce soit internes ou externes. Sujet à discussion et débat, la controverse rythme l'aménagement nantais. La participation et la mobilisation citoyenne semblent fortes au regard des acteurs avec qui nous avons pu échanger. D'une manière générale, les espaces aménagés sont surtout le fait des besoins de la collectivité et du rouleau compresseur des aménageurs. Mais des poches de résistance subsistent à l'image des occupations temporaires et de la mobilisation forte des associations. Conflit, lutte, opposition. 16h46, le corbeau croisse et les graviers crissent. Village de la Bernardière, nous avons le sentiment d'un village enclavé, avec en son sein même des frontières mentales, sans fracture urbaine réelle. Qui vous a dit d'aller là-bas? C'est inconscient de demander à des étudiants d'y aller. Regardez ma porte toute caillassée. C'est la graine de bandit qui traîne ici. Je vous mets en garde de tourner à droite. À votre place, je ne le ferai pas. Nous tournons à droite. La ZAD Notre-Dame-des-Landes, entre ambition politique et résistance citoyenne. Plus je m'approche du périmètre en question, plus je me demande pourquoi ces personnes ont choisi cet endroit pour un putain d'aéroport. Des fermes, des vaches, une forêt avec des ruisseaux et des champs entourés de haies. Quelques routes sur lesquelles les automobilistes s'amusent à rouler trop vite. Un milieu donc qui est difficilement accessible de l'extérieur et qui est composé d'une riche biodiversité. Et au milieu de tout ça, l'ambassade des occupants, une maison entourée de potagers. On voit plusieurs habitations en bois à côté, et plus loin, dans la forêt, se cachent quelques tentes. Il n'y a pas de bruit à part les oiseaux qui chantent. C'est un endroit profondément paisible, un lieu où on peut respirer de l'air frais et se sentir bien. À la Hollandière, dans un cheminement a priori désert, on découvre doucement les traces de la ZAD. Une ambiance alternative, lunaire et presque étrangère à l'endroit. Des implantations éparpillées et désordonnées un peu partout dans le territoire. Bien que cet espace soit abandonné, il est occupé. 2 ans après l'abandon du projet, il n'y a plus beaucoup de traces de la mobilisation. On a l'impression que tout est redevenu à la normale.
l'arbre extraordinaire, touristification ou pratique locale. En 2016, le projet d'un jardin extraordinaire pour accueillir un arbre extraordinaire. Le tout a été dispensé de débats, de concertations et d'études de chiffrage sérieuses. Ce fut un projet top-down, sans possibilité de réaction ou de vrais échanges. Le livre des personnes mobilisées parle du projet et de la contestation. Est un best-seller à l'échelle de la vie. L'opposition est née suite à la destruction d'une diversité d'usages et de biodiversité locale dans le seul but d'un tourisme accru. La création du parc a augmenté les prix du foncier de la zone. 16h48, une méduse nage au fond du bar. CHU, innovation ou rentabilité. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Est-ce vraiment un endroit propice pour le projet? Aucun piéton ni cycliste passe par là. L'affiche permet d'avoir un aperçu du futur CHU. Les cafés et restaurants me permettent de penser aux anciens usages du quartier. Le bruit des chantiers est omniprésent. J'imagine que ce n'est pas évident de circuler en auto, vélo ou même à pied dans cette zone de travaux. Bétonnante, pourrisseur d'avenir fait le nouveau centre de Rezé. Village de la Bernardière. Nous tombons nez à nez avec une maison en construction, qui nous semble de meilleure qualité que ce à quoi nous nous attendions. Contraste. Les articles de presse laissaient croire à une affaire close et à une forte mobilisation habitante. La réalité, une démobilisation, des habitants résignés attendant leur heure. 16h52, le son des graviers me rappelle l'été. Village de la Bernardière. L'allée est une succession de maisons tentées, aux toits arrachés, aux ouvertures murées, tantôt aux maisons rasées, tantôt aux maisons pleines de vie. Au bout de cette rue, deux vieux monsieur discutent, nous les abordons. Ils incarnent la figure de ces irréductibles Gaulois, aux yeux de Nantes Métropole. Comme nous manque pas de l'indiquer avec humour l'un des messieurs, nous sommes le clan des Gaulois. Résistance. L'autre cantine. 11h09. Tout est calme, à part des marteaux qui tapent par intermittence. 11h10. Je regarde à travers la fenêtre et j'observe des vêtements sur un étalage. 11h11. Personne ne devrait dormir dehors. 11h12. Un homme sort de l'immeuble et discute avec son ami. Le temps que j'écrive cette phrase, il est déjà parti avec son sac Uber Eats sur le dos. Village de la Bernardière. Nous empruntons le chemin que la vieille dame nous a indiqué. Il se situe en bout de ZUP. Des immeubles avec balcons font face au village de la Bernardière. Deux mondes opposés se font face, l'un animé et entretenu, l'autre délaissé et isolé. La nature semble avoir repris ses droits. Le chemin est silencieux et moins bien entretenu. Nous arrivons au village. À la Beaujoire, entre nature en ville et densification. On se met en résistance parce qu'on souffre. On était en stress avec le projet et la tour qui arrive. Ils n'ont jamais parlé de la faune et la flore. On abandonne le projet, mais on garde le deuxième stade. À l'abandon du projet, c'est une déchirure. On n'était pas contre tout. La peur de faire la même chose que les cités, bétonnées et densifiées. Mobilisation. L'autre cantine. 11h06. Deux piétons passent simultanément et se croisent. Ils ont tous les deux le regard fixé sur leur téléphone et cherchent leur chemin. 11h07. Le bruit strident des machines des travaux est horrible. Une nouvelle voiture passe. 11h08. Existe-t-il d'objets similaires en France? ZAD des mauvaises herbes, le jardin des ronces contre la ferme métropolitaine ou le greenwashing d'une ZAC. Longeant un mur et ne sachant pas exactement où le jardin se situe, celui-ci révèle, tout près d'un château d'eau ancien et décrépit, qui apparaît déjà comme un symbole, un totem urbain. La zone à défendre, les mosaïques se montrent, une entrée décorative illustre une ambiance co-construction et l'envie de création. Un gros potentiel des activités conviviales montre de nombreuses intentions et des réalisations. 16h46, Hangar Magellan. L'association a tout prévu pour que les gens s'y sentent bien. Terrasse, buvette, camaraderie. Au-dessus de nos têtes, une ligne électrique dont le bourdonnement est incessant. Cela manifeste probablement un manque d'entretien technique et un environnement artificiel, mais très proche de la nature. La ronce est omniprésente comme un mur et une frontière supplémentaire. On se chemine entre les ronces. Mais qui a dégagé tous ces ronds? 17h02, centre-ville de Nantes, une ville avec des charmes paysagers épouse l'erdre, harmonisée, pédestre et continue. En avançant, nous nous dirigeons vers une tour de contrôle en bois vieilli, d'apparence peu solide, mais qui révèle une très belle fresque panoramique de la vue, décrivant un univers alternatif au-delà du jardin des ronces.
Quelques grues se dessinent à l'horizon. Le bâtiment d'entrée, abandonné, attire notre attention, étant déçu de n'avoir encore croisé personne. 2 personnes sont installées ici et nous accueillent, interpellés par notre présence. Une 3e, encore emmitouflée, se révèle. Ils étaient ravis et surpris de voir des étudiants parisiens ici. Tous n'étaient pas au courant du projet de la métropole. Je ne peux m'empêcher de penser que ce n'était pas à nous de leur apprendre. L'île de Nantes, anciennement très industrielle, a aussi pu être l'objet de luttes autour de la patrimonialisation, maintenant des activités productives ou encore des luttes et conflits mémoriels à propos de l'île de Nantes. Mercredi 31 mars, 10h30, entretien spontané. Nous sommes arrivés sur le lieu tardivement à cause d'une manifestation en centre-ville qui a provoqué l'arrêt du tramway. Nous avons donc traversé la ville à pied jusqu'à notre destination finale, l'autre cantine, située au sud de la gare de Nantes. Ce lieu s'inscrit dans un environnement tertiaire et automobile. Déception à notre arrivée, le lieu était fermé au public. Il y avait pourtant les lumières à l'intérieur. Nous avons l'idée de toquer, sans succès. Nous décidons de faire le tour du bâtiment. Nous avons pu apercevoir un jardin en friche, à travers un petit interstice dans la barrière en tôle qui le sépare d'un parking qui est destiné à la location de voitures. En revenant devant la façade, nous tombons nez à nez avec une personne arrivant à vélo. Un peu hésitante, nous décidons de l'aborder. Le jeune homme est un bénévole qui nous a expliqué le fonctionnement du lieu en répondant de manière bienveillante à nos questions. L'autre cantine. Je sens le goudron. Je vois un homme ouvrir la porte et un autre attendre devant, puis repartir le cercle rempli. J'entends un oiseau chanter et le bruit des voitures qui passent près de moi. Je touche un mur bétonné. L'autre cantine. Solidarité, militantisme, exclusion, invisible, résistance, demandeurs d'asile, défraîchis, 100 bénévoles, 36 coprésidents, tous les jours, action politique, habitat, stockage, restauration, marché de Talensac. Création. En voyant la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, je commence à me demander, et si on changeait notre approche du conflit? Si on décidait de traduire cette notion par un processus, une démarche conventionnée, durant laquelle les participants recherchent uniquement le consensus. Certes, le consensus représente l'ultime version d'un compromis, une solution parfaite, donc aussi une illusion. Mais la recherche du consensus permettrait en effet de pacifier cette démarche et d'économiser l'énergie mobilisée. Peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin d'hélicoptères, de flashballs ou d'insultes comme dans le cas de Notre-Dame-des-Landes. Peut-être que les 2 parties n'auraient jamais été dans une situation dans laquelle ils étaient obligés de mettre autant d'efforts dans leurs actions. Mais peut-être aussi que la part de naïveté dans cette pensée est trop importante. Bravo. Qu'est-ce que vous en avez pensé, cette lecture? C'était intense. C'était intense? Ouais. Oui. Auquel sens? Attends. On était tous captivés, j'ai l'impression qu'on était presque un peu stressés de rater sa ligne, de rater ses idées sur un mot. Ouais. Et que du coup ça procure une écoute qui est encore plus attentive